Bonsoir tout le monde. Nous revoilà jeudi soir pour Iron fait son blabla. C'est le 12e épisode déjà. Salut Paul, salut tout le monde. Ce soir, donc merci pour les fidèles qui nous retrouvent tous les jeudis soirs à 18h30. Ce soir, nous recevons Julien Chaurier. Trailer, ultra trailer, avec un palmarès déjà bien fourni, qui va nous raconter tout ça, et aujourd'hui qui est également team manager. Team manager chez Oka, Oka Europe. Donc il arrive. Je... J'espère que la connexion va être avec nous ce soir. Salut Julien. Bonjour à tous. Tu vas bien? Ah ben super, merci. Bon, j'étais en train de faire une rapide présentation de toi en disant que tu étais avant tout athlète, trailer, ultra trailer, avec déjà un palmarès impressionnant. Du coup, j'ai fait un petit tour sur Internet pour me réimprégner de tout ce que tu avais fait. Victoire sur l'UTMF, victoire sur la Diagonale des Fous, victoire sur la CCC, je crois aussi. Et aussi des durs. Ouais, impressionnant. Et aujourd'hui, tu as donc une autre casquette qui nous intéresse, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, Et parce ben que voilà. tu manages le Team Oka. Voilà, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que je cours, donc je mets à profit toute cette expérience pour la partager et pour donner un coup de main à Oka sur la coordination du team. C'est vraiment le lien entre la marque et les athlètes pour que tout le monde s'y trouve au mieux, que la marque retrouve ses produits et ses attentes vers les athlètes et inversement que les athlètes reçoivent le meilleur soutien possible de la marque. Ouais, donc ça, on en parlera après. Rapidement, je reprécise que l'idée, c'est que on réponde aux questions des personnes qui sont connectées. Donc, j'invite tout le monde à poser les questions que vous avez pour Julien, que ce soit concernant sa vie de coureur de trailer, mais aussi son rôle de manager, puisque c'est aussi le sujet de ce soir. Et puis, pour rappel, on a mis en jeu une paire de Oka, la Torrent 2, qui vient de sortir, qui est disponible sur Iron déjà. Toi, tu l'as pas encore? Et non, elle est encore dans les mains du transporteur, donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc elle commence à arriver dans tous les magasins et de partout. D'accord. Toi, tu as la 1, c'est ça? C'est ça, oui. Donc c'est une belle évolution de la 1. Donc il y a des évolutions où il y a des gros changements entre la 1 et la 2. Et là, on est vraiment dans la continuité. Donc ceux qui D'accord. ont la 1 en général seront satisfaits de la 2. Très bien. Donc, pour rappel, le défi, c'était de nous envoyer une petite photo pour nous prouver que vous avez besoin de changer de modèle de chaussures. Et du coup, on remercie tout le monde qui a joué le jeu. Il y a eu pas mal de photos sympas. Voilà, on a déterminé un gagnant. Donc, on en parlera à la fin du live. Voilà, pour savoir qui gagnera cette paire de chaussures. Et puis, Julien, je crois que tu as la Torrent 1, pas très loin. Donc, on en Voilà. parlera après. Ouais, Allez, là, voilà. presque propre. Tu nous donneras tes impressions sur la chaussure. Bon, du coup, posez vos questions, allez-y, n'hésitez pas. Julien est là pour y répondre. Moi, j'en ai pas mal aussi pour toi. Bon, déjà, tu as rejoint la marque Oka d'abord en tant que coureur, hein, puisque tu as été ambassadeur en 2014, c'est ça? Tac, 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 Ouais, ben, ça doit être à peu près ça, ouais, du 2013-2014. Ok. Et par contre, tu as pris tes fonctions de team manager un peu plus tard. En fait, dès le début, en fait, je suis arrivé chez Oka, j'avais un rôle un peu de capitaine pour partager mon expérience, parce que ça faisait déjà pas loin de 10 ans que je courais. Et petit Mhm. à petit, avec l'évolution de la marque, le team a grossi et la nécessité d'avoir un peu d'aide et un soutien pour la marque, où le poste s'est créé en même temps que la marque a grandi, donc je les ai accompagnés là-dessus. D'accord. C'était quelque chose que tu avais en tête déjà à l'époque ou ça s'est présenté en fait un peu par hasard, par opportunité en fait, une rencontre? Comment c'est arrivé en fait? C'est vraiment le hasard, parce que moi, quand j'ai intégré Oka, je savais que c'était une marque jeune et dynamique. De par mon passé d'ingénieur, je me disais, j'avais la volonté avec Oka, ça,
pensais aussi que ça allait peut-être fonctionner plus en recherche et développement sur la partie ingénierie. Et en fait, ça s'est fait naturellement avec l'évolution. Quand Christophe Aubonnet avait une charge de travail trop importante justement en recherche et développement, c'est lui qui s'occupait des athlètes. Il a dû lâcher cette partie-là. Donc, j'ai repris les fonctions au début pour les athlètes en France. C'était comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu en fais ton métier à temps plein ou c'est un extra en plus d'un autre job? Ouais, bah, mon métier, j'en ai pas à l'heure actuelle, c'est que des extras, en fait, c'est plein de petits extras. Donc, D'accord. bah, je suis prestataire pour Oka, donc je suis pas salarié, donc c'est vraiment une prestation de service qui est vendue pour la soutenir. Et du coup, bah, je travaille aussi bah, comme accompagnateur en montagne sur différents stages trail, également sur l'intervention en séminaire, en conférence, voilà, ou avec d'autres entités sur du conseil, sur la prestation de service. D'accord. Donc, Oka fait appel à toi en fait ponctuellement pour certaines missions dans l'année. Voilà, c'est plutôt une mission à l'année. Et voilà, c'est une mission à l'année, c'est un contrat sur l'année pour gérer un certain nombre de tâches la saison. Ok. On en a parlé un petit peu avant ce live. Le rôle de team manager est assez vaste et différent en fonction des marques et en fonction des équipes. Toi, ton rôle, comment tu définirais ton rôle exactement aujourd'hui? Bah, mon rôle, c'est vraiment, ce que je disais en préambule, c'est faciliter les choses pour la marque qui veut des athlètes sur le terrain et inversement pour les athlètes qui veulent un soutien efficace de la marque Hum, et que tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est des échanges croisés en permanence dès le départ de la relation entre l'athlète et la marque, hein, sur la mise en place, la création de contrats, tout simplement. Et après, sur des discussions et des échanges sur les calendriers de cours, sur la présence des athlètes sur certains événements. Et après, il y a des demandes bah, ponctuelles de la marque pour des événements où ils veulent des athlètes présents, soit pour courir, soit pour représenter la marque. Et d'accord. inversement, les athlètes sont sur un événement que la marque en avant leur présence. D'accord. Je vois qu'on a une question de Romain qui demande s'il y a une campagne de recrutement d'ambassadeurs prévue à la rentrée. Je crois Donc, qu'il y a des gens qui vont vouloir ouais. Donc, candidater là. en fait, ce qui se passe, c'est au cas, le terme ambassadeur est un peu faussé, parce que les ambassadeurs, ce qui sont appelés comme tels chez Oka, sont des personnes qui travaillent pour Oka. Et donc, ils sont très nombreux, et c'est des personnes qui sont en fait embauchées comme prestataires par Oka pour être présents sur un grand nombre d'événements, pour tenir les stands, présenter les produits. Donc, voilà, l'ambassadeur, justement, est recruté pour les événements. Donc, les Mhm. campagnes de recrutement bah, se font en continu. Après, les athlètes soutenus par la marque, il y a une évolution depuis quelques années qui est de réduire vraiment le team à un team international. Et donc, il n'y a plus les différents échelons avec des athlètes représentants un peu plus locaux. Donc, ceci est encore à moitié vrai, parce qu'il y a quelques athlètes qui sont soutenus par des magasins et par Oka. Donc, le Oka D'accord. a des packs, en gros, qui sont fournis à des magasins pour soutenir un athlète local. Mais là, Ok. je ne suis pas lié en fait à les représentants de la marque. Eux voient directement avec le distributeur auquel ils représentent la région et le magasin. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'ambassadeurs sur les événements. Je parle par exemple de l'UTMB. Oui. Au stand, il y a énormément d'ambassadeurs de tout niveau. Mais alors, se différencier des ambassadeurs et des athlètes élites, en fait. C'est ça, toi, tu t'occupes plutôt des athlètes élites Europe. Je m'occupe des athlètes élites Europe et les ambassadeurs, en fait, c'est des prestataires pour Oka, mais qui travaillent pour Oka, pas pour courir en fait. On leur demande pas d'être coureurs. La plupart Hum, sont passionnés de la marque et passionnés du trail, mais à hum. la base, on leur demande d'être présents sur ces événements en soutien technique comme vendeurs, représentants sur la logistique. D'accord. On a une question de Acro Running qui demande si tu as participé à l'amélioration de la Torrent. Est-ce que tu as été dans les secrets de fabrication? Bah, il y a, en fait, sur certains modèles, où j'ai été consulté, autant sur la Torrent, j'ai juste découvert la nouvelle version
D'accord. il y a quelques mois. Ensuite, on fait des retours, comme beaucoup d'athlètes et dans toutes les marques, on fait des retours à la marque. Mm, Quand on utilisait la Torrent 1, quand il y avait des défauts, des choses qui ne nous plaisaient pas, on fait des retours. mm. Après, c'est que ces retours sont des fois pris en compte et des fois non, parce que bah, on est tous vraiment particuliers, donc on peut avoir des attentes vraiment différentes. Mais en général, ce qui remonte est globalement pris en compte quand c'est récurrent chez tous les athlètes. D'accord. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, c'est vrai qu'on a tous des besoins différents en fonction de notre morphologie, de notre manière de courir, c'est tellement personnel, Mm. finalement, un choix de chaussures que c'est compliqué de C'est ça. prendre en compte les habits de tout le monde. Ouais. Voilà. Après, un gros avantage que garde Oka, c'est qu'une grande partie du bureau d'études et développement des chaussures est toujours à Annecy. Donc moi, en étant un chambériste, cette proximité a beaucoup permis justement d'être présent sur les phases de testing de prototypes. Et ça, c'est chouette que les marques Mm, bien d'identité sûr. de départ française gardent encore un pied en France. Ouais, tout à fait. D'accord. J'ai vu une question passer aussi sur l'aspect recrutement. Comment, sur quels critères vous recrutez des athlètes élites chez Bah, Oka? les critères, ils sont pas officiels parce que c'est tout un ensemble. Donc, c'est la personnalité de la personne. Il faut que ça puisse coller La à, philosophie? à notre philosophie et qu'il y a un bon feeling avec l'athlète, femme d'ailleurs. Après, il y a cette philosophie, donc l'image que renvoie cette personne, en Mhm. vrai, à travers les réseaux, parce qu'à l'heure actuelle, bah, il faut être capable de communiquer, mais aussi par rapport à ces résultats actuels et après le ressenti d'évolution de l'athlète. Donc, un athlète qui a mon âge, qui a des bons résultats, c'est très bien, mais c'est pas un athlète d'avenir. Mm. Donc, voilà, la marque, à l'heure actuelle, on a une base très solide d'athlètes d'expérience fidèles. Donc, l'objectif, c'est de ne pas s'en détacher, mais les recrutements se font plutôt sur des jeunes athlètes en devenir qu'on souhaite accompagner et grandir dans. D'accord. Toi, tu interviens dans tout ça? Tu conseilles des athlètes à la marque, en fait, c'est ça? Tu gardes un œil un peu sur qui fait quoi, sur les résultats des courses? Tout à fait. Et Mm. enfin, sur la période fin d'été, en général, quand on commence à réfléchir sur les effectifs de l'année suivante, en fonction des places qui se libèrent ou non, des budgets qui évoluent, ou des orientations de la marque sur différents profils, si elle veut se remettre sur du travail plus court, sur de la route, sur Mm. les athlètes plus intimes qu'on essaye en permanence de rendre plus féminins, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc derrière, on essaie de trouver les bons profils. Ouais. Mais ce n'est pas une volonté de recruter à tout prix. De temps en temps, il y a des profils qui nous intéressent. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Le Mm. but, ce n'est pas de recruter à tout prix et Non. le plus rapide ou la plus rapide de l'année. Bien sûr. Et puis après, je pense aussi, ce qui est primordial, c'est que l'athlète adhère au modèle de chaussure. Parce qu'au cas, c'est hyper particulier. Voilà, c'est quand même la base, la chaussure pour courir. Et si le modèle ne convient pas à l'athlète, est-ce que vous avez déjà eu des cas d'athlètes que vous avez voulu recruter, mais la chaussure, ça ne collait pas? Enfin, par Euh, rapport à la ouais. morphologie, du coup, tu vois, ça peut arriver, ça. Ah, ça peut arriver. Quoi, pour moi, quand je suis rentré dans la marque, ça a commencé comme ça. Je dis la première chose à faire, on discute, mais donnez-moi deux, trois paires pour Et courir ouais, avec. Parce qu'à la base, je suis coureur. Si je peux plus courir, ça bah sert oui. à rien. Mm. Donc, sur l'histoire depuis que je suis là, il n'y a qu'un seul athlète, en fait, à qui, ça n'a pas fonctionné. Parce que les chaussures, il y avait des prototypes qui lui plaisaient, qui sont maintenant dans la gamme, mais qui à l'époque n'étaient pas dans la gamme, il n'aurait pas pu courir avec. Et donc, Mm. voilà, ça ne lui convenait pas. Mm. Donc, ça ne s'est pas fait. Et heureusement, parce que Mm. le but de l'athlète, c'est d'être performant. Et Complètement. si la marque le bride et l'empêche d'être performant, Mm. c'est un échec pour les deux et c'est pas Mm. souhaitable. Mm. Avant d'entrer dans cette équipe, toi, tu connaissais bien la marque? Tu avais déjà mis ton pied dans une Oka? Enfin, comment... Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu es arrivé, les chaussures, elles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont retravaillé un peu les designs, ils ont fait des modèles un peu plus light. Mais au démarrage, c'était impressionnant, hein, la taille de la Ouais. semelle. Moi, j'ai découvert Roca très très tôt. En fait, je les avais essayés en 2009 à La Réunion.
Donc avant que la marque sorte, Mm. et à l'époque, je courais en LAFMA, donc c'est une autre époque. Et du coup, voilà, ils étaient venus me voir pour faire tester les chaussures et voir si ça m'intéressait de rentrer dans l'équipe à ce moment-là. C'était les premiers prototypes et à cette époque-là, j'étais pas prêt Ouais, pour faire le passage chez Oka. Donc j'avais pris la sûreté et la sécurité et j'étais parti chez Salomon, où là justement c'était l'opposé hein, par rapport à mm, la marque nouvelle, elle était vraiment établie. c'est Et sûr. pendant les années où j'étais chez Salomon, Oka a beaucoup évolué. Et c'est Ouais, vrai que quand j'ai mis les pieds dans les premières Oka, il y a eu un modèle qui était piquant, je me suis mis debout, j'ai fait oula, je tangle, ça va pas du tout. Et après, il y avait un autre modèle, et je dit, ah, mais c'est surprenant, là, j'étais vraiment bien dedans. Donc, je me suis dit, ouais. ça peut fonctionner. Après, c'est pas tous les modèles pour tout le monde, ça c'est certain. Oui, oui. Puis après, ce qui est bien, c'est que la marque a élargi sa gamme pour justement satisfaire un maximum de coureurs différents. Et on voit que voilà, il y en a pour tous les goûts, des coureurs sur des distances courtes, des coureurs d'ultra, coureurs légers, un peu plus lourds. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix qu'avant. Oui, c'est pas une marque 100% trail ultra, avec une seule grosse chaussure, à une marque avec une gamme très large, en trail, du Mm, vraiment très court jusqu'au très long, avec même des pointes de cross, des pointes d'athlée, et une gamme identique de chaussures de route. Donc mm, maintenant, globalement, on peut presque trouver chaussures à son pied dans la gamme. mm, mm. Et j'ai vu que tu pouvais aussi intervenir sur la planification des saisons des athlètes du team. Euh, est-ce qu'il t'arrive de freiner un peu les athlètes qui veulent justement trop en faire? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? On est tous pareils, hein, on a envie de courir, Ouais. on a envie de prendre des dossards, mais voilà, c'est ton Non, rôle, c'est ça aussi? ouais, c'est mon rôle. Après, c'est arrivé malheureusement de ne pas être complètement écouté, parce que de mettre la personne en face de ses choix douteux, voire à risque, quand Ouais. c'est écouté, ça fonctionne. Et des fois, quand la personne va droit dans le mur, elle apprend par l'erreur. C'est dommage. Hein. Mm, Mais faire l'erreur quand tu as dit que tu allais faire une erreur, ça fait encore plus mal. Et voilà, donc c'est des athlètes qui, en général, passent par la blessure. Donc c'est double peine hein, derrière. mm, J'aime bien que après les saisons suivantes, faut un peu espacer les compétitions. Mais pour ça, la plupart maintenant sont bien encadrés par des coachs de qualité. mm, Et c'est presque plus le rôle du coach que le mien. Parce que j'ai pas cette volonté de me mettre à la place du coach. Après, c'est problématique si les athlètes sont pas du tout encadrés. Mais mm. maintenant, la plupart sont encadrés je pense avec 3-4 coachs, le team est entraîné. Et ça fonctionne bien avec ces entraîneurs-là. D'accord. Et toi, tu as quand même cette double casquette de chapeauter l'équipe coordonnée et d'être coureur. Est-ce que quand on est passé de l'autre côté et qu'on manage une équipe, est-ce qu'on est un peu obligé de s'oublier en tant que coureur? Est-ce que tu sens que du coup, ta pratique à toi, elle passe en second ou t'arrives, comment tu gères les deux en fait? Là, sur l'année, ça fonctionne assez bien parce que j'essaye de me décaler en fait au niveau du calendrier pour être présent à tous les mêmes événements avec ma spécificité de courir du long et d'aller un petit peu loin, donc des fois décaler des gros événements en France. Mhm, Après, la problématique, c'est grosses courses fin août, type un UTMB, où si je suis à la fois coureur et dois donner un coup de main à la marque, c'est pas évident, mais c'est vrai que ça me permet sur toute la semaine avant d'avoir la tête ailleurs. Et ça mhm, fait pas de mal. Après, certainement que ça crée une petite fatigue. mhm. Mais ça me permet de ne pas être focalisé que sur ma course. Et voilà, et avec les années, ça ne rend pas la course plus facile. Hein. Mais Ouais. je sais où je vais, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu prends toujours le départ des courses quand tu cours en te disant, avec la même envie et la même niaque qu'avant, ou est-ce que du coup, d'avoir justement endossé cette autre casquette, tu prends peut-être les choses avec un peu plus de recul, tu relativises et tu vois, tu es peut-être un peu moins dans la gagne ou ça change rien, peut-être tu Bah, pas. il y a un peu des deux. Parce que les années font que je suis toujours passionné. Et d'un autre côté,
ça va, j'ai l'impression, de plus en plus vite ou je vais un peu moins vite. Après, j'ai toujours l'envie et la niaque de faire des courses. Bah, autrement, après, j'irai plus sur la ligne de Mm, départ. En tout mm, cas, c'est complètement différent. Et pour l'instant, bah, cette envie, elle est encore là. Ça se décale un petit peu dans le classement. Mais mm. je me rends compte que c'est surtout et principalement que certains vont plus vite qu'avant, parce que mes chronos restent à peu près constants, mais ça va D'accord. plus vite. Donc, c'est que Ouais. je perds des places à chaque fois. Ouais. Bah, t'as pas passé les 40 ans, je crois, hein, c'est ça? T'es à 39 là. T'as 40 à la fin de l'année. Ouais, c'est ça, ça approche. Ouais. Ouais. Donc, t'as encore effectivement, t'es pas arrivé à maturité, on va dire. À maturité, si, date de péremption, j'espère pas encore. Non, mais on a des exemples de, même dans le team, que ce soit Antoine, que ce soit Patrick, que ce soit Ludo, Ouais. Antoine Dupont, Patrick Board ou Ludo Pommeret, qui ont un peu d'avance sur moi au niveau des années et qui restent toujours très performants. Et Ouais. ça donne le sourire en disant il y a encore de quoi s'amuser pendant pas mal d'années. Ouais, c'est sûr. Juste pour rappel, donc pour les gens qui ne te connaissent pas, t'as commencé par le vélo, je crois. Hein, tu as été cycliste. En Euh, fait, pour faire simple, moi, je me suis mis sur le sport, j'avais 18, 19 ans en fait. Avant, je faisais quasiment pas de sport. J'ai fait du vélo en compétition pendant jusqu'à 25, 26 ans. d'accord. Donc, niveau amateur, hein, donc un bon niveau amateur national. Samuel, Et il dit que t'as un petit genou. Coucou Samuel. ah, il a un peu d'avance. Et voilà. Et après, du coup, j'ai basculé vers 26 ans du vélo au trail. D'accord. Et donc, tu as effectivement déjà participé à la plupart des grandes courses célèbres d'ultra. Tu as fait l'UTMB plusieurs fois, tu as fait la Diagonale des Fous plusieurs fois. Euh, je sais, tu as fait aussi toutes les courses de l'UTMB, je crois, hein, la TDS et la CCC. Ah, je voulais faire Euh, l'OCC cette année. tu l'as fait cette année? Non, bah, je voulais faire Ah, l'OCC. l'OCC, ah ouais, pour les faire toutes. Ouais. Ouais, mais tant pis. L'année prochaine. Ouais. Et justement, par rapport à ça, on a une question de Acro-Running encore, qui demande si tu as une anecdote qui t'est arrivée sur un ultra. Alors là, il faut que tu fasses marcher ta mémoire. J'imagine qu'il y en a plein des anecdotes, mais si tu pouvais nous en sortir une. Ah bah, un moment qui est à la fois atypique et qui peut servir vraiment d'exemple, c'était sur la Hard Rock, donc une course dans le Colorado américain. Que tu as Et gagné aussi, je crois. oui, ouais, ouais. Et une fois, j'ai fait deuxième, il y avait Kylian. Donc Wow. c'était difficile. Et en fait, on passe de nombreux cols et des passes à 4000 mètres ou plus de 4000 mètres. Et en fait, il y en a un où on doit être à 4100, 4002. Et vraiment au pass, au sommet, ils font un petit ravito. Et là, il y a le réchaud, ils font des pancakes, leurs cacahuètes, etc. Et entre le froid, etc., moi, je me suis assis, j'ai mangé, j'ai mangé. Et c'est l'erreur à pas faire parce que c'est à la fois réconfortant, ça fait du bien. Et derrière, une course que j'ai manqué pas finir parce que pendant 3 heures, j'ai plus pu manger, plus pu boire. Donc, je pense que c'est vraiment une chose à se rappeler. Quoi qu'on ait envie en ultra, on y a droit. On a Ouais, droit. Si on veut du fromage, du jambon, du saucisson, du pancake, beurre cacahuète, on peut. Mais il faut rester modéré dans les quantités. Parce bien que sûr. c'était un moment où j'étais en tête de la course et ça manquait basculer sur un abandon en Mm. peu de temps parce que derrière, j'arrivais plus à m'alimenter parce que j'avais trop rechargé Et l'estomac. ouais. Mais bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'en plus, quand le corps est concentré sur l'aspect digestion, t'as plus de jambes, Toute quoi. Parce que l'énergie, voilà, et c'est ça. ouais, voilà, toute Il faut l'énergie qualité là-dessus. est utilisée là à ça. Donc, il vaut mieux manger plus souvent, régulièrement, que d'un seul coup, en fait. C'est vrai Ouais, que. tout à fait. Mais c'est le cerveau qui commande et c'est là que c'est dur. Et c'est Ouais. pour ça que les ravitaillements, il faut essayer de ne pas s'y arrêter quasiment pour justement picorer à l'envie et Mm, repartir. Mais bon, mm. des fois, on a besoin de se lâcher prise. Ouais, c'est sûr. Mm. Souvent, on se laisse. Enfin, souvent, ce qu'on dit aussi, c'est le cerveau qui guide aussi. On nous demande souvent qu'est-ce qu'il faut manger en course, en ultra. Souvent, on mange. Enfin, c'est le cerveau qui nous dit voilà, j'ai envie de manger ça, je mange ça. Et souvent, quand la tête a envie, c'est que le corps a envie aussi et a besoin, quoi. Mais il faut lui donner un petit peu. Ouais, voilà. On va retenir ça. On donne qu'un tout petit peu. Une autre question sur quelle est ta plus belle course? C'est très dur parce que en fait, il y a à la fois il y a des plus belles courses par
je parlais de la hard rock, justement, qui est dans une zone qui est vraiment sauvage, très haut en altitude. Mm. Mais le Grand Raid de la Réunion est aussi quelque chose qui est hallucinant de par à la fois le parcours et l'ambiance hein, de la course. Donc, c'est pas évident. Et après, tu connais aussi le Japon et le Tour du Mont Fuji. Mm. Les Japonais, ils sont top, quoi. Ouais. Et donc, en fait, meilleure course, il y en a pas. J'en conseillerais pas une. S'il fallait en faire une, voilà, il y en a plein et elles sont toutes vraiment différentes. Faut varier les plaisirs parce que c'est vrai que, C'est comme ça, tu dis, voilà. Et ça dépend après, où on place le curseur. c'est ça. Et sur la difficulté, parce que pareil, il y en a qui ont plus ou moins de dénivelé. Ça dépend où on prend du plaisir. Une Western State, faut se préparer à courir par 45 degrés. Mm. Euh, mais c'est génial comme aventure aussi, quoi. Mm. C'est clair. On a une question d'Étienne qui demande comment faire pour ne pas se flinguer les cuisses à chaque sortie trail. Il y a deux choses. En général, ce qui nous flingue les cuisses, c'est les descentes, c'est le travail en excentrique. Et donc, là, une des clés, c'est le travail en descente. Donc, la plupart des athlètes font du fractionné en montée. Mm. Prenez votre séance de fractionné en montée, vous la retournez, vous montez tranquillou et vous descendez vite. Et ça permet de renforcer les cuisses. Et c'est vraiment le point faible. Et Ouais, je suis, en étant peut-être ancien cycliste, très favorable à la pratique du vélo en entraînement croisé. Ça permet complètement. un énorme renforcement musculaire et Mm. là, il y a un travail de qualité sur le quadri pour mieux absorber les descentes. Mm. Mais il faut faire du travail de descente comme on fait du travail de côte. C'est ça. C'est se flinguer les cuisses une fois pour avoir un peu moins mal la deuxième fois et de moins en moins mal. Mais c'est sûr que les À douleurs la, aux cuisses, c'est plutôt positif. à la sortie du confinement, j'ai fait une sortie où il n'y avait pas énorme, il devait y avoir 1500 mètres de D-. J'ai eu 3 jours de courbature derrière. Ouais. Parce que le cuisse est plus habitué à des longues descentes. Donc, il Mm. faut les habituer. Et là, voilà, maintenant, sur 2-3 000, il n'y a plus de soucis. Mais Mm. il fallait y habituer progressivement. Ouais, tout à fait. On a Pierre qui demande si, comme il n'y a plus trop de courses en ce moment, est-ce que tu as prévu de faire un challenge en off, des traversées, des choses comme ça Ouais, mais ça, j'en ai pas. J'ai commencé, pas la première semaine du déconfinement qui faisait mauvais, mais la semaine d'après, ça a commencé par une traversée de la Chartreuse. Hein, c'est à côté de la maison. Donc, D'accord. c'est à la fois pas trop long, mais bien assez long pour une reprise, parce qu'il y a 68 km et 4000 dénivelés. Et la Ok. logistique était très simple. Un rendez-vous à 6h30 à la gare. On a pris le train le soir à Grenoble et on est rentré à Chambéry. Et voilà. Et c'est des défis à l'échelle de la journée que je trouve top. Donc, ça va rythmer mon été jusqu'à la fin juillet sur des sorties j'allais dire, entre 10 et 15 heures la journée avec de la logistique très, très simple, avec un train, un blablacar si ça reprend. Et puis, Mhm. D'accord. Et tu as fait ça tout seul ou tu as fait ça avec avec des copains? non, on était 6 au départ, 4 à l'arrivée. Je pense que c'est des bonnes stats. Ah, 2 abandons? Et, Ok. Et d'autres idées en vue là avant septembre, cet été, tu as prévu des choses comme ça aussi? bah, après, ça va être vraiment au gré des opportunités météo et autres, parce que dès la semaine prochaine, j'ai tous des stages trail qui redémarrent. Donc, ça va déjà remplir un peu le calendrier. Ça, c'est Mhm. une bonne chose. Et ensuite, début août, les premiers dossards. Et ça va être sympa de remettre un dossard. Donc là, moi, ce Mm. sera Alto 7-8 août. Et puis voilà, après fin août, je referai une course en France, je ne sais pas laquelle. Et sur la suite de la saison, j'attends un peu d'avoir plus d'infos. D'accord. Il y a Sylvain qui rebondit sur ta traversée là, qui demande comment tu t'es organisé pour les ravitaillements. Du coup, Ah c'est vraiment pas compliqué. Hein. J'avais 10 bars dans le sac, 1 litre d'eau, et après il y a des points d'eau toutes les 3 heures à peu près. Donc moi ça me suffisait. Donc D'accord. c'était très simple au niveau de l'organisation. Quand on est sur une dizaine d'heures à la journée, ça fait un Mm. petit sac comme en ultra, avec une veste, couverture de survie, une petite pharmacie, et puis c'est parti. Mm. Ok. Une autre question. Hugo Ferrari, il est dans le Team Oka? Non, 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 c'est Ah, un voisin. On s'entraîne pas mal ensemble. ah d'accord. Est-ce qu'il peut Ouais. remporter un ultra? Ah je pense, non, mais Hugo est un gros besogneux, il travaille beaucoup, il s'entraîne beaucoup et il progresse toujours.
Donc, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Il a démontré l'hiver dernier à Cape Town qu'il était vraiment pas loin des tout meilleurs. Donc, je pense qu'il a de belles opportunités pour aller gagner un ultra. Hmm. Ok. Merci pour lui, du coup. Mm. Je sais pas s'il nous écoute, mais ça va peut-être le motiver pour se lancer. Je crois qu'il s'est jamais lancé sur un ultra encore. Il est plutôt sur Ah, les distances courtes. non, non, il a fait UTMB, il a Ah, fait quand même. UTMB, ouais. D'accord. Pas Ok. très bien fini, voilà, mais il l'a fini, il a fait des Transgrands Canaria, là, il avait fait le 100 km à Cape Town. Donc, ouais, non, il a déjà démarré. On l'invitera sur un épisode de Blabla prochainement. On lui posera la question. Ouais, un bon client, je pense. Ouais. Est-ce que tu es pour ou contre les sorties à jeun le matin? Demande Romain. Ouais, donc les sorties à jeun, je pense que c'est vraiment très bien. Donc, après, au niveau de la fréquence, on n'est pas tous égaux là-dessus, mais je pense que 2 sorties à jeun dans la semaine, moi, ça me paraît pas, pas néfaste et au contraire positif. Après, Mhm. sur la durée, moi, je vois pas d'intérêt à faire 45 minutes, 1 heure. Après, Ouais, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1 heure et demie, ça ne poserait pas souci. Mais voilà, après, moi, le matin à jeun, je vais pas bien vite parce que j'ai la flemme, je suis pas réveillé. Donc, mm, je fais 1 heure, ça me va bien, je rentre, je suis relâché, un petit déjeuner correct et ça permet de bien attaquer la journée. Donc, je pense que c'est bien et ça habitue l'organisme justement pour de l'ultra à aller fonctionner rapidement en allure lente et sur la filière lipide. Et ça, mm, je pense que c'est intéressant. mm. Moi, j'aime pas. J'aime pas les sorties à jeun. Parce que tu sais, tu sens que t'arrives pas à aller sur tes allures normales, quoi. C'est vrai que c'est un peu frustrant et tu sens vraiment que tu travailles sur la fatigue. Après, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant pour Pour effectivement. l'ultra, ouais. Ouais, On est rapidement dans ces situations-là. ouais. Et donc, ce foulé un peu détérioré, ce mécanisme Mm, qui saute, bah, faut s'habituer à vivre avec. Parce que c'est sur ça. un ultra, on va faire peut-être 15 heures. Donc, vaut Ouais, mieux, vaut mieux l'acclimater. c'est sûr. Après, il faut faire attention de ne pas se blesser aussi. Ça, c'est le point aussi. Faire un gros petit déjeuner en rentrant. Boire aussi pendant cette sortie parce que c'est vrai qu'au matin, on se lève, on n'est pas hydraté pendant plusieurs heures à cause de la nuit. Donc, faut quand même être vigilant. Je pense qu'une par semaine, c'est bien quand même. Parce que Ouais, c'est. voilà, sur du volume 2, je pense que ça peut passer, mais on est sur une sortie à jeun qui est un footing à jeun. Mm, Donc, c'est de l'allure en dessous, quasiment en dessous de base, vraiment très. On ne parle ouais, pas de pas vouloir mettre une séance à jeun. tout à fait. Voilà. Ouais, voilà, pas de séance. Mm, Non, pas de séance à jeun. Je pense que ça peut être problématique, à part qu'on est vraiment bien entraîné et qu'on met une longue phase d'échauffement, mais c'est quand même pas évident de tirer sur des muscles qui sont mm, un peu en dette énergétique. ouais. On a une question d'un Réunionnais. Mhm. Salut, Eddy, qui demande si tu as prévu d'aller au Grand Raid cette année. Cette année, non, je ne pourrais pas y aller cette année. Donc, je ne sais pas quand j'y retournerai, mais c'est sûr que je vais y retourner parce que c'est vraiment une île qui est top. Seul Mm, problème, c'est une course où il faut prévoir 3 semaines pour y aller parce qu'une fois qu'on est là-bas, on ne veut pas repartir. C'est ouais, chouette. d'accord. Donc, pas Donc, 2020. Après, dans les années prochaines, c'est certain. ça marche. Moi, j'avais une question aussi par rapport, pour revenir sur ton statut de manager du team. Est-ce que vous prenez en compte, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour prendre en compte l'aspect santé des athlètes? Est-ce qu'il y a des suivis réguliers, des tests d'effort, tu vois, tout ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est important quand même de s'assurer que les athlètes sont en bonne santé. Et la performance, c'est important, mais la santé, c'est primordial aussi. Est-ce qu'il Ouais. y a des choses qui Et sont ben, faites dans ce sens? malheureusement, en fait, on est dans un sport qui est. Après, c'est peut-être des choix aussi de la marque, hein, mais dans un sport qui est à la fois jeune, qui n'est pas structuré et qui a très peu de moyens. Et Mm, à l'heure actuelle, la marque, elle apporte un soutien technique, matériel, mais toute la partie, même entraînement, coaching, médical, est gérée par l'athlète de son côté. Après, oui, on échange avec des athlètes qui sont fatigués, qui ont des problématiques ou des mm, blessures pour que derrière, ce soit soigné au plus vite pour mettre en place les bons protocoles, mettre aussi en lien le réseau de médecins et kinés, ostéo pour que l'athlète ne se fasse pas trop mal. Mais mm. c'est vrai qu'il y a,
c'est un peu regrettable, hein, mais il n'y a pas de médecin d'équipe, de kiné de l'équipe. La question s'était réellement posée. Après, il y a une problématique aussi qui est la localisation des athlètes. Mm. Euh, bon, c'est une excuse, hein, peut-être, mais c'était pas évident. On s'était posé la question à une époque, mais ça n'a pas suffi. Mm. Voilà. Mais après, il y a le programme Quartz qui est là aussi Ouais. pour soutenir et suivre les athlètes. Donc, Mm. tous les athlètes sont engagés dans ce programme et s'y prêtent volontiers. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité, par exemple, d'interdire un athlète du team de participer à une course parce que tu estimes que la course n'est pas appropriée à son niveau, que l'athlète n'est pas prêt, que peut-être sa santé, tu sais, on est un peu entêté, des fois on a quand même envie de faire des courses alors qu'on est blessé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup, de mettre de dire, bah non, c'est pas possible, tu participes pas. Mon rôle, il est informatif. Donc, j'ai Mm. fortement conseillé de ne pas prendre le départ en argumentant. Après, l'athlète au départ, ça se passe bien, tant mieux pour lui. Le problème, ça se passe mal derrière. Et tous les objectifs de la saison passent à la trappe à cause d'une course de Mm. valeur beaucoup moindre. Mm. C'est dommageable. Et du coup, sa saison, il passe à travers. Et c'est des choses à terme, c'est des athlètes, ils sont pas fiables dans leur orientation des courses. Ils sont compliqués pour la marque à gérer. Mm. Si l'athlète n'arrive pas à se focaliser sur les bons événements, les bonnes échéances, c'est très bien, hein, qu'il gagne un trail ou un ultra-trail local. Mais on lui demande d'être présent sur les événements principaux. D'accord. Ok. Et ton rôle dans tout ce qui est préparation mentale? Parce que bon, tu fais des plans d'entraînement aux athlètes ou ils sont tous autonomes? Et ils sont tous autonomes avec des coachs. Ils ont tous des coachs. Ouais. D'accord. Après, moi, j'ai aussi un coach qui m'entraîne et je coach des personnes, mais pas du tout d'athlètes du team. D'accord, ok. Non, Et c'est difficile de mélanger, quoi. Je ne souhaite pas mélanger. ouais, tu as raison. Et après, tu as, peut-être été confronté à des problématiques tu sais, les athlètes qui se mettent un peu la pression quand tu intègres une équipe. Du coup, tu te sens un peu obligé d'avoir des résultats, tu te mets un peu la pression du résultat. Est-ce que ton rôle aussi, c'est de rassurer, tu vois, d'échanger aussi. Quand je parlais de préparation mentale, c'est aussi par rapport à ça. Peut-être voilà, de rassurer l'athlète pour Bien qu'il sûr. se sente un... En fonction, ça dépend vraiment des profils, de l'expérience des athlètes. Je passe beaucoup plus de temps ou physiquement ou au téléphone avec certains qu'avec d'autres, parce que Mm. certains sont complètement autonomes et certains sont en pleine croissance et ont besoin de cet accompagnement. Et moi, ça me fait plaisir d'essayer de les accompagner dans la bonne voie. Et justement, sur la gestion du stress avant les événements, ce qui est très compliqué, sur le présent, ça facilite les choses. Mais Mm. autrement, c'est au téléphone pour en discuter avant la course, comment gérer, voilà, pour essayer de réussir sa course. Parce que c'est vrai qu'on peut vite perdre ses moyens avant un événement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et il y a un regroupement prévu prochainement cette année? Vous avez Et prévu de faire? les regroupements, en général, on en fait un au mois de mars, début mars. Donc, on a pu le faire. C'était, voilà, ça s'est bien passé. Donc, ça permet de regrouper. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on regroupe tous les trailers, tous les athlètes route et tous les triathlètes d'Europe ensemble. D'accord. Donc, on se retrouve, on est pas loin de 60-70 athlètes. Donc, c'est un bon melting pot et ça, c'est sympa sur 3-4 jours. Et après, il n'y a pas de regroupement vraiment de la marque, mais il y a des événements où on se retrouve un grand nombre d'athlètes. Donc, ça aurait dû être là à l'UTMB. Donc, la prochaine fois qu'on se regroupera assez nombreux, ce sera sur sur les courses des Templiers. D'accord. Et tu peux pas nous annoncer faire une petite annonce en avant-première sur un recrutement, il n'y a pas un petit scoop là? Tu peux pas nous dire quelque chose? Et non, non, la période a été, au niveau du groupe, elle est assez Ouais. calme, hein, malheureusement. Et Et à ouais. l'heure actuelle, il est même difficile d'avoir des tendances pour Mm. l'année prochaine, à savoir, les marques ont subi de plein fouet ces mois difficiles. Donc, Mm. les budgets 2021, on ne les connaît pas encore. Donc, Ouais. j'espère juste voilà, que ce ne soit pas des gros coups franches. Mais bon, malheureusement, c'est la réalité économique aussi. Donc,
qui est très difficile quand tous les athlètes sont des amis, des copains. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir des choses qui vont se passer en fin d'année. J'espère qu'il n'y aura pas trop, mais des choses différentes. Tu penses qu'il va y avoir du mouvement Bah, des départs? c'est ce que je pressens. Hmm, Après, j'espère me tromper, malheureusement. hmm. Ok. Une dernière question, puis après on passera au résultat du jeu. Une question de Franck au niveau alimentation. Sur les ultras comme le Grand Raid, c'est compliqué de fonctionner que avec barre et gel. Comment les athlètes du team s'alimentent sur un effort aussi long? Et par gel. Et ouais, Non. non, après, la grosse différence, c'est que les athlètes rapides, même sur un grand raid, sont aux alentours des 24 heures. Hmm, Et sur 24 heures, ça fonctionne à peu près barre hmm, et gel. Après, un apport ponctuel, un peu de riz, un peu de jambon ou un peu, hmm, voilà, un hmm. peu plus solide peut fonctionner. Mais un athlète comme Ludo Pomeray, il va faire un grand raid et ça va être 35 gels. Ouais, c'est ça. J'avais vu que Ludo, il fonctionnait au gel. Ouais. Et c'est même plus, c'est une quarantaine de gels parce qu'il est Ouais, quasiment au gel à la demi-heure. Il fonctionne comme ça et ça ouais, fonctionne pour lui. Après, ouais. moi, mon premier grand raid, j'ai fait la même chose et ça a fonctionné. Après, je suis passé à beaucoup plus de barres parce que je supportais moins bien les gels dans la durée. Et voilà, après, faut mixer entre tout ça. Hmm, Et un grand raid, c'est peut-être la course, j'allais dire, la plus facile pour la finir parce qu'on a beaucoup de temps. Les barrières horaires sont rarement un problème. Donc ça permet de se poser au ravitaillement et de faire des petits repas solides et complets, de hmm, manger un peu de riz, un peu de poulet, de s'arrêter 45 minutes et de repartir tranquillement en marchant. hmm, Ce qui est plus difficile sur un UTMB où là les barres horaires sont beaucoup plus présentes et il ne faut pas trop traîner quand même au ravitaillement. hmm. Donc, riz poulet, pourquoi pas, mais petite quantité. C'est ça, je pense que c'est vraiment la clé, hein. C'est comme pour Ouais, boire, c'est manger, c'est ouais. régulièrement et en petite quantité. Notre estomac n'est pas fait pour prendre un grand volume Hmm, d'un coup et encore hmm. plus quand on court. C'est ça. Le top, c'est de faire des petites boulettes, quitte à en emmener sur soi, en fait. Hein. Ouais, Emmener des voilà, petites oui. boulettes de riz, des trucs comme ça. C'est vrai Ouais. que des fois, on a envie de saler. C'est Ouais. ça, des petites boulettes de riz un peu salées, ça fonctionne bien. Mm, Après, il faut être vigilant que l'assistance, parce qu'il va, si elle nous fournit le riz, le garde bien au frais, parce que mm. plus rien, Ouais, le riz peut virer. Donc, ouais. Ce serait dommage, effectivement, c'est ça. d'abandonner à cause d'un riz Ouais. qui a tourné. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour les réponses à toutes ces questions. Donc, on va annoncer le grand gagnant du jeu. Donc, il fallait donc poster une photo avec vos chaussures usées et nous expliquer ce que vous ferez de ces nouvelles chaussures et le défi sur lequel vous voulez l'emmener. Donc, on a trouvé que je te laisse peut-être donner le nom du gagnant. Je te laisse Allez. cet honneur. Non, déjà, bravo à tous, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont eu de l'imagination. Donc, je crois qu'elles ont toutes été partagées sur la story Iron, donc vous pourrez les voir, mais il y en a qui ont des idées. Donc, ce qui a attiré vraiment l'attention de Sylvain et moi, c'était un montage de Coccymail avec Buzz l'éclair là, qui avait ses chaussures aux pieds. Donc, on a Ouais, trouvé ça sympa. voilà. Donc, Oxymel, félicitations. Tu as donc remporté une paire de chaussures Oka, toutes nouvelles, qui sont récemment arrivées sur Iron et que Julien Chaurier n'a même pas encore au pied. Donc, Eh non, tu pourras le narguer. c'est ça. Vous livrez peut-être plus vite que nos transporteurs. C'est ça. Rapidement, pour finir, peut-être les spécificités de cette chaussure, c'est un modèle léger, hein, je crois. Ouais, Plutôt. c'est un modèle que moi j'affectionne vraiment. Hop là, sur du trail court. Après, c'est à la fois la chaussure quoi, de la gamme Ah, il est là, notre gagnant, il s'est connecté. ah, qui est la plus polyvalente peut-être pour les personnes qui commencent à courir en trail. Donc, elle est assez accessible en tarif. Elle a du gros cramponnage. Elle a un drop qui est assez faible, donc qui a 5 Mhm. mm de drop, donc le delta, donc qui permet vraiment à tout coureur d'appréhender une chaussure voilà, assez plate. Après, par rapport à beaucoup de Hoka, elle est un peu plus dure, un peu plus fine.
Donc voilà, si les personnes veulent se mettre à Oka et ont peur que ce soit trop mou, c'est la Mhm. chaussure qui est assez adaptée et avec un bon cramponnage. Donc c'est vrai qu'elle est assez polyvalente. Moi, je l'affectionne à l'entraînement et sur des trails d'une vingtaine de kilomètres. D'accord. Tu l'emmènerais pas sur un ultra? Elle est trop light pour un ultra? Bah, en fait, pour un ultra, pour moi, il manque un peu du confort. D'accord. Donc voilà, donc la spécificité d'Oka, de l'amorti et de la souplesse, quand on est fatigué, c'est vraiment appréciable. Donc là, on est sur, si on fait l'analogie VTT, on est presque sur la chaussure gravel, c'est-à-dire la chaussure un peu dure, mais qui permet de bien aller vite. Lorsque sur un ultra, je préfère le tout suspendu avec une speed goat qui va justement m'apporter plus de confort. Mhm. On a Pierre qui demande de quel modèle on parle. On parle de la Torrent 2. La Torrent 2 qui vient de sortir. Voilà, elle est tout récemment sur Iron et les athlètes élites ne l'ont pas encore reçue. Tu vois, donc, Ah, il y a c'est des champions qui l'ont déjà eu la semaine dernière, donc ceux qui étaient ah, peut-être plus proches des centres de distribution, mais c'est que ça arrive. ouais, patience. Ok, ben Julien, un grand merci pour cet échange. C'était super chouette de pouvoir parler de tout ça avec toi. Bonne continuation. Et puis, ben, du coup, on suivra la suite de la saison pour l'ensemble des athlètes. S'il y a des athlètes connectés du team, on les salue. Voilà, on va suivre l'actualité de près en espérant qu'il puisse y avoir quelques jolies courses quand même au programme. Et merci aux personnes qui étaient connectées, qui ont suivi. Le live sera donc disponible en replay prochainement si vous avez raté un épisode. Et on se retrouve jeudi prochain pour le 13e épisode. Allez, merci Voilà, beaucoup. merci Julien. Bonne Ciao. soirée à Bonne tous. année. Salut. Ciao. Ciao.